Cher monsieur le marchand de bonheur, vous n'êtes pas méchant, juste un peu menteur, comme tous les marchands, comme tous les vendeurs. Vous voulez votre argent, moi je veux... Et le but de toute la démarche au salon funéraire, c'est d'aller, dans les jours qui suivent, rencontrer la personne qui a survécu. C'est donc au nom des associations de consommateurs et de l'âge d'or que le 27 février, Bernard Lefebvre rencontrera l'assistant du ministre de la Justice du Québec. Et notre demande explicite, c'est d'être capable d'arriver à court terme à abolir la vente itinérante de préarrangements funéraires. Après 5 ans de lutte, Québec lui donne raison et interdit par décret la vente de porte-à-porte et la sollicitation dans les hôpitaux, les centres d'accueil et les résidences pour personnes âgées pour vendre des préarrangements funéraires, à moins que le consommateur en fasse la demande. Alors, avec le décret tel qu'il est, c'est que ça apporte une protection considérable aux aînés. Et je suis très heureux de constater aujourd'hui que les arguments que nous faisions valoir à l'époque ne sont pas si folichons, n'étaient pas si folichons que ça, puisque maintenant les arguments qu'on invoquait se retrouvent dans le décret. La Fédération de l'âge d'or du Québec, qui représente 175 000 personnes âgées, se dit satisfait du décret puisqu'il interdit également la sollicitation par téléphone. L'hiver, je dirais que l'an passé, on a peut-être eu un 1200 coupures sur l'année. Disons, ça se fait surtout en période d'été. Occasionnellement et de façon très rare, dans la mesure du possible, on n'en fait pas dans les journées d'hiver, sauf les journées chaudes où les gens sont capables de réagir. Mais je pense qu'il faut situer ça dans un contexte. Lorsqu'on coupe l'électricité à des gens, on présume à toute fin pratique qu'ils ne sont pas intéressés à avoir le service parce qu'ils ont déjà reçu un avis dans leur facture que s'ils ont des difficultés à payer, de rentrer en communication avec nous. C'est inhumain de couper les gens en hiver, surtout quand il y a des familles. Présentement, à Hydro-Sherbrooke, il n'y a rien. Ils ne font pas de vérification. Est-ce que c'est une femme avec des enfants? Est-ce que c'est des personnes âgées? Alors, on coupe un peu comme ça, à tort et à travers. Donc, dans le but d'éviter qu'une tragédie comme celle survenue au Cap-de-la-Madeleine la semaine dernière ne se répète ici, on demande que l'électricité soit considérée comme un service essentiel pour une période donnée. Que ce soit reconnu comme un service essentiel, qu'il n'y ait pas de coupure de courant du 1er novembre au 31 mars, à tous les ans. Les pauvres existeront toujours, ça, pour différentes raisons, ça. Mais il y a quand même possibilité, je pense, de faire entendre une voix auprès des hommes politiques. Il reste à savoir si les principes humanistes véhiculés par les évêques seront plus forts que les principes économiques sur lesquels est basée notre société. Bernard Sévigné, Sherbrooke. Une quinzaine de groupements communautaires préoccupés par la question de l'appauvrissement chez nous et dans le monde ont lancé de façon originale à l'international pour l'élimination de la pauvreté. Comme l'explique Marcel Gagnon, c'est un appel pressant qu'ont lancé ces organismes aujourd'hui de ne plus tolérer la pauvreté. Pendant une trentaine de minutes, l'intersection Wellington-King dans le centre-ville de Sherbrooke a pris des allures de carrefour international, chaque coin de rue devenant l'un des 4 points cardinaux. Tout cela pour dire à grande échelle un non en majuscule à la pauvreté. Tout ce que ça a comme conséquence, on le voit de cette façon-là, on le voit par les soupes populaires qui augmentent, par les demandes de dépannage dans les paroisses. Si chaque minute, 47 bébés naissent dans la pauvreté à travers le monde, que le 5e des êtres humains sont gravement pauvres, les statistiques nous font bien vite comprendre que la pauvreté est très près de nous. Ici même à Sherbrooke, on considère que 30% des gens vivent sous le seuil de pauvreté et à ce moment-là, on ne compte même pas les étudiants qui sont à l'université et au cégep. C'est donc dire qu'avec une réelle volonté politique, je parle là des paliers élevés de gouvernement, on pourrait arriver à des résultats intéressants. Oui, ben enfin, nous, on en est convaincus, ça aussi, qu'on le demande depuis longtemps. Il faut que les gouvernements interviennent. Bien sûr, on a déréglementé tout ça. Alors, c'est, bon, toute l'énergie, au fond, parce qu'on parle du prix de l'essence, bien sûr, mais c'est l'ensemble de l'énergie qui est déréglementée. Alors, ça devient une marchandise comme les autres. Donc, une marchandise sur laquelle on peut spéculer. Et on spécule beaucoup, d'ailleurs, partout dans le monde. L'association croit essentiel d'activer le débat parce qu'en bout de compte, les consommateurs sont les grands perdants de se laisser aller qui ne cessent de s'accroître. Moyenne, il y a 14% d'erreurs dans les lectures optiques. La seule façon efficace, simple, de vérifier la concordance des prix entre la caisse enregistreuse et la canne de bine, mais c'est l'étiquette. Sans étiquette, on perd le contrôle.
Les organismes de lutte à la pauvreté maintenant amers, déçus à leur tour également. Oui, tout à fait, parce que Sherbrooke est ex-aequo avec Trois-Rivières au Canada, comme étant une des villes canadiennes où les salaires sont les plus bas. Alors, il y a beaucoup d'emplois ici en sous-traitance. On souhaitait, par les organismes, des mesures pour soulager le fardeau fiscal des gens, mais encore là, on reste sur notre faim. Mais c'est certain que ce budget-là, il n'y a vraiment rien pour aider les familles ou les personnes à faible revenu. On peut parler de bons pour l'étude, pour les jeunes, mais ça, c'est vraiment quand les jeunes sont rendus aux études postsecondaires. Alors, ça ne peut pas aider vraiment les familles sur le champ.